Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles au sommaire. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle du dialogue entre collaborateurs, ça c'est important pour créer de la valeur. On en parle avec Kevin Bourgeois, il est le cofondateur de Supermood, il est notre invité. Smart et réglo, la prime Macron, acte 2, puisqu'elle a été revue et corrigée. On va en parler avec Étienne Pujol, il est avocat en droit social au cabinet Berilo, il sera notre invité. Puis dans le cercle RH, un grand entretien avec Sarah El-Haïry. Elle est secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale. Et elle est en charge de la jeunesse, chargée du service national universel. Comment ça marche? À qui est destiné ce service national? On fera le point avec elle. On parlera avec elle et évidemment de la jeunesse qui cherche à bien trouver un emploi. Ça sera notre invité dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, le quiet quieting, on en a parlé. Et on va beaucoup en parler. Ou l'art de faire le strict minimum. On en parle évidemment avec notre invité Drifa Choulet au cabinet le premier jour. Elle nous en parlera dans le détail. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Et on accueille Kevin Bourgeois. Bonjour Kevin. Bonjour. Cofondateur de Supermood. C'est bien ça. Je vous ai vu réagir quand je présentais le sommaire. Vous étiez avec moi en plateau quand je parlais du quiet avec ses salariés qui ne faisaient que le strict minimum. Ouais. Vous êtes un peu le contrepoint dans Supermood. Votre philosophie, parce qu'on va revenir à l'idée de votre entreprise, c'est de créer du dialogue entre les collaborateurs, pas en vertical, mais en horizontal. Pourquoi avoir eu cette idée ? Alors, l'idée, c'était de se dire, pour créer un groupe, pour créer quelque chose de grand, il faut se parler, il faut communiquer. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on ne parle pas assez. Et notamment, on parle avec des choses qui sont très subjectives. Donc, on voulait ramener beaucoup d'objectivité dans le dialogue, dans les entreprises, pour qu'on prenne des meilleures décisions, qu'on s'améliore, etc. Comme ça, c'est pas contre-intuitif, mais c'est compliqué à expliquer à un DRH. Alors, vous leur dites, je vous apporte une plateforme SaaS sur laquelle chacun va pouvoir quoi? Dire ce qu'il veut? Alors, on va pouvoir créer des conversations avec des questions qui sont quand même précises. C'est aujourd'hui, on va parler marque employeur, processus commerciaux, etc. Et derrière, les gens répondent, c'est analysé avec de la donnée. Et puis, on partage ces données au manager commercial, à la RH, aux collaborateurs et tout ça. Concrètement, on l'a sur son smartphone, on y accède. Partout. Smartphone, ordinateur, tablette, SMS, tout ça. Donc, je sais que je reçois là un message qui m'arrive d'un collaborateur de Bismart. Par exemple. La thématique a été fixée par qui? Comment Par la personne qui veut créer cette conversation. Généralement, on va être sur du RH, du COMEX, du manager. Et donc, ça peut être des questions métiers, des questions RH, ça peut être un peu tout. Mais ça veut dire que dans la vraie vie, toutes ces personnes, si elles n'avaient pas la plateforme, ne se verraient pas, ne se parlaient. On a une rubrique qui s'appelle la pause café, vous savez, dans notre émission. Ouais. Il n'y a pas une pause café, on peut se dire la même chose à l'oral? Si, mais le management par la machine à café, c'est un peu biaisé. On va plus écouter celui qui parle tout le temps et pas l'introverti. Donc là, au moins, on interroge tout le monde et on a de la donnée objective où tout le monde s'est exprimé. Alors, ça veut dire que c'est une donnée brute, j'allais dire, où chacun quand même pèse ses mots. J'imagine qu'on pèse un peu ses mots. Ou... Ouais, les gens sont hyper constructifs. Ouais. Ça vient des questions. On pose pas la question qu'est-ce qui va pas, mais qu'est-ce qu'on ferait pour améliorer, blablabla. Donc les gens sont tout de suite beaucoup plus constructifs. Et ça, ces données, elles ne servent pas exclusivement au RH, mais elles servent au COMEX. C'est-à-dire que le COMEX a une température, je dirais presque quotidienne ou hebdomadaire, je sais quoi, on peut appeler ça du feedback, des retours. Exactement. Sur des... C'est ça, hein? C'est ça. Nous, on appelle ça du feedback intelligence, feedback intelligent. Et on a plein de grosses entreprises, je pense à la Fnac, Boulanger, par exemple, côté retail, ou Natixis, qui vont suivre le pouls des collaborateurs. Et les CEO, DG, présidents sont incentivés à ça. Le flux, pour qu'on se rende compte un peu du volume, la Supermood, parce que c'est un flux gigantesque d'informations dans toutes les entreprises. C'est quoi le volume là, de messages quotidiens ou hebdomadaires? Je ne sais pas comment vous l'avez calculé. Alors c'est 400 000 personnes qui répondent chaque mois et ça crée environ 32 millions de points de données chaque mois. Et donc on met ça à jour et ça nous permet d'avoir des analyses hyper fines sur la démission silencieuse, sur l'impact du Covid il y a quelques années, sur l'inflation, etc. Donc la démission silencieuse, à travers toutes les données qui circulent sur la plateforme que vous avez, Supermood, vous pouvez sentir ça, qu'à un moment donné, il y a une équipe, une entreprise, un service qui est en train de démissionner. Oui, tout à fait. Alors on ne va pas savoir exactement qui, bien sûr, parce que tout est confidentiel. Par contre, on peut avoir les tendances. Par exemple, perte de sens, pas d'égalité ou d'équité dans l'équipe. Tout ça, c'est des choses qui poussent à la médiocrité en se disant
que je surface beaucoup ou pas, ça sera pareil pour moi. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait quand même les gens réfléchissaient quand même, ils tournaient leur langue cette fois dans leur bouche avant d'écrire. Oui. Mais vous me dites quand même que vous réussissez à extraire des informations sur des sujets aussi sensibles. Ça veut dire que les gens quand même, c'est l'algorithme qui arrive à déceler dans une formulation. Comment on le décèle ça? Alors il y a des signaux faibles, mais les gens sont assez honnêtes. Vous voulez savoir? Ils disent les choses. Ils disent les choses. Vous leur assurez que c'est anonyme. Ça c'est un gros travail de notre part. Très important. Et vous pouvez poser la question, est-ce que vous voyez travailler dans votre entreprise d'ici 1 an? Les résultats sont extrêmement corrélés à la réalité. Donc ça ne sert à rien d'avoir des milliers d'algorithmes. Finalement, les gens sont assez honnêtes, tant que c'est confidentiel, sur ce qu'ils pensent. Donc ça veut dire que dans le travail que vous menez avec Supermood, il y a une forme de prédictivité, de prédiction. C'est-à-dire que grâce à ces signaux faibles et forts, vous pouvez dire à un manager, à un COMEX, attention, warning, votre entreprise est en train de riper. Exactement. On va vers, vous vouliez aller de A vers B, là on est allé on va vers C, et il faudrait rectifier le tir. Parce que A, B, C, on a tel levier qui s'écroule, on a tel levier qui augmente. Juste un dernier mot avant de nous quitter, ces espèces de dialogue intelligent entre collaborateurs, ça sert à quoi? Ça crée de la valeur? Parce qu'on voit bien que ça évite de faire des bêtises et que le COMEX rectifie, mais est-ce qu'en plus ça crée de la valeur? Alors oui, déjà les idées innovantes remontent mieux, et puis ça enlève de la charge mentale aussi. Quand vous avez des données qui vous disent ma transformation, elle est dans la bonne voie ou elle est terminée, vous dormez mieux. Et nous, on l'a vu en interne chez Supermood, on a fait une grande transformation. Et si j'avais pas aujourd'hui des datas qui me disent aujourd'hui ça a marché, je dormirais un petit peu moins bien. Donc voilà, il y a ce côté efficacité, amélioration continue et un côté charge mentale beaucoup plus fluide. Et puis Supermood, un mot sur l'entreprise, parce que vous aussi, vous êtes très innovant, alors entreprise de la tech. Combien de collaborateurs? On est 45 aujourd'hui. 45, et vous, en tant que CEO, vous avez décidé d'être aussi très innovant en interne. Les vacances notamment. Alors oui, on a tout Vous faites partie de ces entreprises Ça fait 5 ans qu'on fait des vacances illimitées qu'on appelle congés flexibles. Et c'est un truc assez phénoménal. Donc en moyenne, les gens chez nous prennent 7 semaines et demie. Donc c'est pas énorme. Vous avez 5 semaines classiques de congés payés et ensuite des jours de repos qui sont des jours non travaillés mais que l'entreprise vous paye et vous en posez autant que vous voulez. La règle, c'est si je performe, je peux en poser autant que je veux. Si je sous-performe, il y a un sujet managériel. Et c'est hyper intéressant. On a beaucoup de... Justement, la charge mentale est baissée. Les gens pensent en prendre 6,5 et finalement en prennent 7,5, ce qui est le but de cette flexibilité. Et donc ils en prennent un peu plus que ce qu'ils avaient imaginé au départ. Exactement. Mais ils se sentent mieux et vraiment dans les retours qu'on a en interne, parce qu'on utilise Supermood en interne. C'est exactement ce que j'allais vous demander. C'est je peux faire face à l'imprévu, ça c'est le plus important. Enfant malade, malade moi-même. Et donc on a des témoignages. Avant, quand j'avais mes 25 jours, j'allais au travail malade. Plus maintenant. Maintenant, je pose, je suis plus vite debout et je repars. Et puis, je sais qu'on ne me regarde pas bizarrement parce que j'ai une souplesse, une flexibilité. Exactement. Donc, vous améliorez aussi, j'ai envie de dire, la productivité ensuite. Parce qu'on a envie de rendre à l'entreprise qui nous a laissé partir une journée. C'est de la confiance, c'est ça. Évidemment, évidemment. Merci de nous avoir rendu visite, Kevin Bourgeois. Merci beaucoup. Supermood, cette plateforme SaaS qui vous permet, je pense aux CEO, aux décideurs qui nous regardent, de pouvoir avoir aussi la température des collaborateurs, puis de laisser s'exprimer aussi, faire remonter de l'information. On n'a pas toujours l'occasion d'aller voir son manager pour des sujets aussi précis, et donc c'est plus simple de l'écrire, j'imagine. Exactement, c'est ça. Merci Kevin Bourgeois de nous avoir rendu visite. On va faire un petit point de droit maintenant. Ça vous concerne d'ailleurs en tant que CEO d'une entreprise, la prime Macron. Oui, c'est la prime pouvoir d'achat. Qui va en profiter, qui va en bénéficier? Elle a changé, vous avez vu, c'est prime Macron acte 2. On en parle tout de suite avec Étienne Pujol. Il est avocat et c'est Smart et Réglo. Smart et Réglo, la prime Macron, on en a parlé. Alors, il y avait la prime Macron 1. On va passer maintenant avec Étienne Pujol. C'est le feuilleton, c'est acte 2. Prime Macron 2. Étienne, merci d'être avec nous et d'être fidèle à notre émission. Avocat en droit social au cabinet Berilo. Alors, le pouvoir d'achat, c'était le sujet de l'été. Et donc la prime Macron était censée, c'est ça, répondre à cette question. Voilà, elle revient. C'était déjà une prime qui, à son origine, après les Gilets jaunes, était déjà censée répondre aux besoins de pouvoir d'achat exprimés par ce mouvement social. Et puis après, le Covid est arrivé, et donc la prime a ressuscité. Et puis maintenant, elle s'appelle prime de pouvoir d'achat, qui répond à l'objectif politique de répondre à l'augmentation de l'inflation, à la baisse du pouvoir d'achat des Français. Alors, prime de partage de valeur. Voilà. Ça, c'est l'esprit. Alors,
Alors, elle avait été fixée à un seuil, elle a changé avec la nouvelle réforme. C'est combien? De quoi on parle là concrètement? Alors, on parle d'un montant qui est libre. En revanche, les exonérations sociales ou l'avantage fiscal et social lié à cette prime, lui, est plafonné. C'est pas non plus l'abondance, plutôt les restrictions. C'est la fin de l'abondance. Voilà, c'est la fin de l'abondance. Donc, il y a des restrictions pour pouvoir bénéficier des exonérations de charges sociales et d'impôts sur le revenu relatifs à cette prime. Mais le montant, lui, c'est important à souligner, il est libre. On peut accorder une prime, quel que soit son montant. En revanche, pour bénéficier d'un avantage fiscal et social, il y a des plafonds qui sont mis en place par la loi. Alors, résumons-nous, auparavant, elle était plafonnée à combien, cette prime? À 3 000? Elle était à 3 000. À 3 000, on est d'accord. Oui, elle était à 3 000 et doublée si les entreprises sont des petites entreprises qui ont déjà des accords d'épargne salariale, comme on dit. Alors c'est déjà restrictif. Il faut que les entreprises qui peuvent faire une prime de 6 000, donc, parce qu'elle est doublée, elles doivent d'abord bien justifier qu'elles ont monté un plan. Déjà de l'intéressement, au moins. Alors l'intéressement, on en a parlé ici, c'est déjà un mécanisme, une sorte de niche fiscale et sociale très incitative. On a fait beaucoup d'accords d'intéressement ces derniers mois, ces dernières années. Et là, il y a cette petite cerise sur le gâteau, ou ce millefeuille supplémentaire d'exonération pour aider les salariés à améliorer leur pouvoir d'achat. Donc, entreprise de plus de 50 salariés est dotée de ce dispositif. De ces dispositifs d'épargne salariale, ou petites entreprises, parce que les artisans sont éligibles aussi s'ils ont des salariés, les indépendants s'ils ont des salariés aussi, donc tout entrepreneur et même certaines entités de fonction publique peuvent aussi verser cette prime. Mais pour bénéficier de l'exonération sociale et fiscale, il y a ce seuil de 3 000 ou de 6 000 euros s'ils ont des mécanismes d'épargne salariale. Est-ce que l'entreprise doit donner la même prime à tout le monde? Alors c'est une très bonne question parce qu'on se pose la question, est-ce que tout discrimination, traitement plus favorable pour les uns et pour les autres, la loi dit qu'il est possible de moduler la prime selon certains critères. Ces critères, quels sont-ils? C'est la classification hiérarchique. On peut décider de donner une prime proportionnellement plus importante aux bas salaires, puisque ça vise vraiment l'amélioration du pouvoir d'achat, notamment sur les bas salaires. Mais il est possible aussi de la moduler en fonction de l'ancienneté du salarié, de sa durée de présence dans l'entreprise, etc., etc. Donc on n'est pas obligé de donner 3 000 euros à tout le monde et non plus en une fois. Il est possible de le verser en plusieurs fois. Alors attention par rapport à cela, parce que ça ne doit pas se substituer au salaire non plus. Et on va en parler, je suppose. On rentre dans les négociations annuelles obligatoires qui vont parler des augmentations salariales en conséquence de l'inflation. Ça ne doit pas se substituer au salaire. C'est bien une prime. Le mot est important. Moi, j'avais le sentiment que c'était capé, qu'à un certain niveau de salaire, on ne pouvait pas en bénéficier. En fait, non, tout le monde peut en bénéficier. Du plus haut salaire au plus bas salaire. Exactement. Je parle bien de salaire, Exactement. De salariés. Mais pour les plus hauts salaires, la prime sera traitée comme du salaire. En tout donc cas, la chargé. Partie, exactement, donc chargé, c'est tout à fait ça. Mais pour la partie qui excède le seuil d'exonération de 3 000 ou de 6 000 euros en fonction de la situation de l'employeur. Avant de vous demander de comment la mettre en place, moi j'avais regardé les résultats de la première prime Macron, qui était donc, elle plafonnée à 3 000. En fait, en moyenne, je crois que ça avait été 580 euros de prime distribuée. Ça n'avait pas été non plus une réussite totale, cette prime. Non, alors ça a été en un sens une réussite parce que beaucoup d'entreprises en avaient mis en place. Et c'est vrai que ça a fait l'objet de beaucoup de négociations salariales. Mais toutes les entreprises n'ont pas la possibilité de donner 3 000 euros à tous les salariés. De la trésorerie, Il faut avoir le cash pour ça, exactement. Et on sait que depuis le début de l'année, la trésorerie commence à être vraiment très en tension dans les entreprises. Le crédit se fait plus rare, etc. etc. Donc, effectivement, toutes les entreprises ne vont pas donner 3 000 ou 6 000 euros à l'ensemble de leur masse salariale. D'accord, donc de nouveau, ça va être modulé. C'est un plafond. Et au-delà de ce plafond, on est d'accord, il est chargé. C'est du salaire, exactement. C'est une vraie prime de salaire. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que ça doit aussi s'agrémenter des négociations relatives aux augmentations annuelles. C'est ma question d'ailleurs. Comment on la met en place, cette prime alors? Voilà. Alors on la met en place soit par accord d'entreprise, ce qui évidemment est préférable parce que du coup, ça veut dire que ça fait l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux. Vous savez, Arnaud, comment je suis attaché au dialogue social dans l'entreprise. Donc, on va négocier ça en même temps et peut-être parallèlement que nous allons négocier la négociation annuelle obligatoire, renégocier le cas échéant l'accord d'intéressement. Oui, on traite tous les sujets autour de ces questions de salaire. C'est bien de tout mettre à plat, en toute transparence. En plus, maintenant, avec la base de données économique et sociale, on a tous les paramètres financiers. Donc, les interlocuteurs sont au courant de la situation de l'entreprise et donc savent que ça ne sert à rien de demander ou d'exiger 3 000 euros et de menacer de faire grève pour donner 3 000 euros à tout le monde, alors que l'entreprise n'aura pas les moyens de payer cette prime. Très court, mais on risque de vous faire répéter quels sont concrètement les avantages sociaux et fiscaux, là, qu'on comprenne bien. Oui, c'est très important. En fait, jusqu'à cette limite de 3 000 euros, la somme qui est versée aux bénéficiaires est exonérée de charges sociales.
ça veut dire que c'est du net dans la poche. Après, sous certaines conditions, la somme peut également être exonérée de CSG et CRDS et d'impôt sur le revenu pour les salariés. Et cette condition, quelle est-elle? Elle bénéficie aux salariés qui gagnent moins de 3 SMIC annuels. Voilà. À peu près 5 000 euros. Donc ils n'ont pas les charges, mais en plus, exonération de CSG, CRDS qui pèse quand même 17%. C'est 17,2 et l'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire. Alors pour les salariés qui touchent moins de 3 SMIC, l'impôt sur le revenu est un peu plus bas. Voilà, mais quand même, effort pour les plus bas, enfin en tout cas les plus bas salaires de l'entreprise. Et un effort supplémentaire aussi pour l'entreprise, parce que toutes ces sommes qui sont exonérées de charges sociales mais assujetties à CSG, CRDS, elles sont soumises à forfait social. Donc 20% en plus pour l'entreprise. Donc c'est quand même un coût pour l'entreprise et il faut aussi être transparent vis-à-vis des partenaires sociaux sur ce surcoût-là. Oui, c'est important que l'entreprise communique dessus. Merci Étienne Pujol, puis précisons quand même que cette prime, elle n'est pas exonérée d'impôt sur les revenus. Hein. Non, uniquement pour les salaires inférieurs à 3 SMIC. Voilà, c'est important de le préciser. Ouais. Pour le reste, c'est évidemment, ça s'inscrit dans la déclaration de revenus. Exactement, ça fait l'objet d'une ligne à part sur le bulletin de paye. Exactement. Merci Étienne Pujol, cabinet Berilo. Merci de nous accompagner chaque semaine ou presque dans cette rubrique. On fait une courte pause. On va accueillir dans quelques instants dans le cercle RH eh bien, la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, mais aussi du ministre de l'Éducation nationale, Sarah El Haïry. On va évidemment faire le point avec elle sur ce service national universel, ce service civique. Ça ressemble un peu à un maquis. On va essayer d'y voir plus clair, évidemment. Et puis on l'entendra nous parler de son engagement en direction de la jeunesse. Elle est notre invitée juste après la pause. Le cercle RH et un grand entretien avec la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale en charge de la jeunesse et du service national universel. Sarah El Haïry, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez venue la saison précédente. Alors d'abord, commençons par le début parce qu'il y a des fidèles de notre émission sur Internet ou devant le poste. À l'époque, vous étiez sous tutelle exclusive du ministère de l'Éducation nationale. Là, vous avez une double tutelle du ministère des Armées. Ça change quoi enfin, concrètement? En réalité, vous avez 2 bureaux? Alors j'ai 2 bureaux effectivement, un qui est à l'hôtel de Brienne, c'est-à-dire au ministère des Armées, et évidemment j'ai gardé mon bureau au sein de l'Éducation nationale, au ministère de l'Éducation nationale, rue de Grenelle. Celui que vous aviez précédemment. Exactement, c'est mon bureau, on va dire historique, en tout cas antérieur. Ce qui est certain, et c'est l'objectif de cette double tutelle, c'est que nous avons 2 institutions dans notre pays qui permettent d'accompagner des milliers de personnes en même temps, des milliers de jeunes en même temps, et ce sont nos armées et l'éducation, donc notre école. Tout ça pour réunir l'excellence de ces 2 belles institutions multiséculaires pour accompagner nos jeunes dans un parcours d'engagement, dans un moment où ma mission, c'est de généraliser le service national universel. Alors, vous allez être, et d'ailleurs vous venez sur ce plateau aussi pour nous éclairer, parce que il faut être très très honnête, il y a eu comme un maquis de sigles et d'acronymes, le service civique, le service national universel, sans trop qu'on sache quel âge il fallait avoir. Commençons par le début, parlons de cette jeunesse d'abord, parce que vous la connaissez, cette jeunesse. Vous avez été secrétaire d'État, vous étiez au contact de ces jeunes. C'est compliqué de parler de la jeunesse, parce qu'il y a des jeunes décrocheurs qui, pour certains, sont totalement perdus. Puis il y a cette génération Z, très engagée, sur le climat, qui challenge l'entreprise. C'est un peu impropre de parler de la jeunesse. Moi, je partage totalement ce constat. J'ai fait des centaines de déplacements sur le terrain. J'ai vu des milliers de jeunes, j'ai discuté, débattu avec des milliers de jeunes. Ce qui est certain, et d'ailleurs ça a été confirmé, parce que j'ai vu il y a quelques jours le sociologue Olivier Galland qui disait « Nous avons une jeunesse au pluriel », ce qui est vrai. Donc j'ai pris l'habitude de parler des jeunesses. Au même âge, on peut être apprenti, décrocheur, en études générales, jeune parent ou engagé. Et donc finalement, moi ma mission, c'est d'apporter des réponses à chacune d'entre elles et d'être, d'une certaine manière, le booster des sujets de jeunesse pour l'ensemble de mes collègues. Parce que quand tu es jeune, en réalité, tu as des sujets de logement, de travail, de santé, tu as des sujets d'engagement, tu as des questions de citoyenneté, parce que on n'est pas citoyen, on le devient par ses actes. Justement, le SNU, parce qu'on va commencer par ce SNU, alors, il a été mis en place, inventé par Édouard Philippe, si je ne m'abuse, hein, c'est bien Édouard Philippe qui l'a mis en place à l'origine. Exactement, alors on commence... pour raconter son histoire à ce SNU. On commence effectivement la première expérimentation portée par Gabriel Attal, mon collègue. Tout à fait. Et le Premier ministre était Édouard Philippe, et c'était un des projets majeurs du candidat à l'époque Emmanuel Macron en 2017. Alors, souvenons-nous, parce que c'est le sujet sur lequel je vais vous interroger, il y avait eu un petit débat à l'époque. À l'époque, Ségolène Royal, vous vous souvenez, dans une campagne il y a longtemps, avait évoqué l'idée que l'armée puisse venir éduquer notre jeunesse. Ça avait suscité
Et le débat s'était reposé sur le SNU, parce que quand on regarde, ce sont des jeunes de 15 à 17 ans, hein, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, qui vont faire un court séjour, une petite aventure, mais il y a quand même l'uniforme, il y a le drapeau, il y a la Marseillaise, on est sur des sites militaires, mais encadrés par l'éduc. Alors, pas exclusivement. On est sur effectivement des jeunes de 15 à 17 ans, jeunes, français, encadrés par un tiers, c'est-à-dire un tiers d'enseignants, vraiment qui viennent de l'éducation nationale. Volontaires. Un tiers d'engagés du monde associatif parce qu'on croit cette force de l'engagement, donc plutôt éducation populaire, et un tiers d'hommes et de femmes qui ont porté l'uniforme. Ce ne sont pas des militaires d'actifs, ce sont des réservistes ou des anciens, donc des anciens de nos armées, donc des jeunes retraités, parce que vous savez, ils sont encore très fringants. Que vous êtes d'ailleurs vous aussi réserviste. Exactement, je suis réserviste au sein de la gendarmerie nationale, c'était un engagement que j'avais antérieurement. Et l'idée de ce service national universel, c'est créer un temps de mixité, de cohésion nationale et de fierté d'être français, dans un moment où on a des jeunesses qui ne se parlent plus. À quel moment un jeune de 30 Et qui regarde moins la République. Et pour certains, oui. Et qui lui tourne le dos pour certains. Lui tourne le dos pour certains. Sauf que notre mission, si on veut garder un pays qui est uni, il faut que nos jeunesses se parlent, se confrontent, aient conscience, mais quasiment de la définition commune de nos valeurs. Aujourd'hui, parler de laïcité, en fonction du jeune que tu as en face de toi, eh bien la réaction, la définition ne va pas être la même. Pour construire cette cohésion, il faut que, finalement, on augmente aussi la force morale de notre pays. Ça, c'est les mots du président de la République dans son discours à Brienne. Ça veut dire quoi? Leur donner les moyens de connaître les gestes qui sauvent. C'est leur donner les moyens de savoir réagir s'il y a un incendie XXL comme ce qu'on a vécu cet été. S'il y a un accident sur l'autoroute. Un attentat. Un attentat, bien sûr, puisqu'il y a un danger terroriste. C'est une réalité. Mais aussi le goût de la solidarité. Le goût de, quand on est ensemble, par le sport, par finalement la compréhension de nos institutions, quand on est ensemble, alors oui, on va plus loin. Et les difficultés que connaissent nos jeunes ruraux ou nos jeunes des quartiers populaires. Il n'y a pas que les jeunes des villes, effectivement. Mais il faut penser à tout. Il y a l'isolement de ces jeunes dans les petites villes rurales. Il est partagé. Et donc moi, ma mission, c'est de leur montrer, de leur prouver que si ils sont motivés, s'ils sont engagés, il y a des choses pour eux. Aide-toi et la République t'aidera. Activité physique, autonomie, citoyenneté, culture, patrimoine, tout un travail aussi sur la culture et patriotisme. J'ai aussi le sentiment quand même que c'est un sas pour un certain nombre de jeunes dont j'ai entendu des interviews en préparant l'émission qui se préparent aussi à intégrer l'armée, la gendarmerie. Est-ce que ça peut aussi servir de vivier pour ces jeunes qui disent après tout, bah oui, j'ai peut-être non seulement aimé la République, mais j'ai peut-être aussi porté l'uniforme. Mais bien sûr, on n'a aucun jugement ou hiérarchie à poser sur les engagements. Moi, ma mission, c'est de susciter les engagements. Et donc, très concrètement, pendant ce séjour de cohésion qui dure un peu moins de 2 semaines, où les jeunes partent de leur département, qui est pris en charge à 100%. Ça, c'est intéressant, ça. 100%. Pris en charge. On quitte sa ville, son quartier. On quitte sa ville, son quartier et son département. Et on porte, je leur dis, un uniforme, une petite casquette. On porte un uniforme, il est bleu, blanc, rouge, ce qui permet 2 choses. 1, gommer les inégalités sociales au moins pendant ce temps-là, permettre de créer de la cohésion et finalement aller chercher ce qu'il y a de plus profond dans chaque jeune, lui faire confiance, lui donner une nouvelle chance. On ne leur demande pas s'ils sont en lycée pro, s'ils sont en décrochage, s'ils ont eu des problèmes avec la justice ou si au contraire c'est des jeunes qui sont déjà jeunes sapeurs-pompiers. On leur dit 2 choses. Viens vivre un temps. Viens faire République avec des jeunes du même âge que toi, que tu n'aurais jamais rencontrés. Par contre, saisis-toi des opportunités. On leur parle d'orientation, on leur montre les métiers de demain, on les challenge sur ce qu'ils projettent dans leur vie. Et ça, c'est pour leur donner plus d'élan. 55% des inscrits sont des filles, ça, c'est très intéressant comme chiffre, je trouve, et 69% des volontaires sont en seconde. On parle de décrocheurs, c'est quoi le profil sociologique de ces enfants? Parlons-nous cash, est-ce que ce sont des jeunes issus de milieux modestes et qu'on essaie, je dirais, de rattraper par les bretelles, pour le dire un peu directement? Très sincèrement, non. Pour être assez clair, l'évolution des jeunes a bougé. La photographie des jeunes qui font le SNU a bougé. En 2019, la première opération, il y avait quand même beaucoup de jeunes qui venaient de familles très engagées, plutôt de CSP+, parce que je pense qu'ils avaient accès à cette information et ils prennent conscience de l'effet accélérateur et booster. Ils se sentaient concernés. Oui, et puis ils voient l'opportunité pour leurs enfants. Et puis petit à petit, parce qu'on est parti chercher des jeunes différents pour avoir une vraie photographie, en fait ça s'équilibre. Aujourd'hui, un tiers de ruraux, un tiers à peu près de périurbains et de zones plutôt plus denses, plus urbaines. On a plus de jeunes qui viennent de foyers plus modestes, mais
cette mixité, elle est en train de se construire parce que, de mémoire, on est sur la dernière cohorte, puisqu'on appelle ça comme ça, on avait à peu près 5,6% de jeunes qui viennent des quartiers prioritaires de la ville, vrai. alors que la moyenne nationale est de 7. Donc on est en train de tendre. Il y a des jeunes en situation de handicap, mais ce que je vois, ce que je salue, c'est que oui, aujourd'hui, les filles saisissent plus l'opportunité de vivre des élans, en tout cas, voilà, d'engagement. Et ça, on le voit et on le ressent. Sur le CV, parce qu'il y a ceux qui vont peut-être intégrer la gendarmerie, l'armée ou d'autres corps de l'État, puis il y a ceux qui disent, après tout, c'est bon pour le CV d'avoir fait un service national universel. C'est bon pour le CV parce que les jeunes, aujourd'hui, pour certains, cherchent un job. Et souvent, on regarde le CV et on regarde les soft skills. Oui. On ne regarde pas que les compétences. Est-ce que ça, c'est une soft skill utile? C'est une énorme soft skill. D'ailleurs, aujourd'hui, les jeunes qui font le service national universel, on leur fait découvrir, on leur parle aussi des métiers en tension, des évolutions potentielles, des parcours. Il y a des rôles modèles qui viennent témoigner. On booste l'esprit d'entreprendre. Et donc, pour les soft skills, on les aide aussi à poser des mots sur les compétences qu'ils ont pu acquérir. Mais surtout, on leur dit que les soft skills, et donc toutes les compétences complémentaires qu'ils peuvent acquérir, il faut qu'ils continuent dans leur parcours. Ça compte dans Parcoursup, ça compte sur le CV. Et surtout, moi je dis à tous les entreprises qui nous regardent, qu'est-ce que ça veut dire d'un jeune quand il prend 15 jours de son temps personnel pour aller vivre un temps où il n'a pas de copains, il ne connaît pas, il vient sur un temps hyper intense, ça veut dire qu'il est plutôt enthousiaste, qu'il accepte de travailler en équipe, qu'il est entreprenant. Ça veut dire que ça peut être un jeune extrêmement bénéfique dans l'entreprise. Et de l'autre côté, mais en termes d'égalité des chances, juste pour conclure, on leur présente bien sûr les engagements sous uniforme parce que nous sommes en train de vivre une période. Ouais, c'est pas une prépa militaire, Sarah Ellery. Non, mais juste, parce qu'il y a eu ce débat. Oui, le service national universel n'est pas du tout. Le service national universel n'est pas le service militaire. Il n'a pas vocation à l'être. Il n'y a pas de maniement aux armes. C'est un temps civil encadré par des civils. Et un engagement citoyen. Et un engagement absolument citoyen qui a vocation à prendre une forme ensuite plus longue en forme de service civique. Donc c'est ce qu'on connaît depuis plus longtemps, c'est ces missions de 6 mois au sein des entreprises, au sein des associations ou des ONG. Et de l'autre côté, ça peut être des corps en uniforme. Avant de nous quitter, la passerelle avec tous ces dispositifs, service civique, service national universel, comment on fait passerelle? Vous étiez venu nous parler d'un jeune, d'une solution, du mentorat, qui est un outil intéressant parce qu'en fait, les jeunes, pour un certain nombre d'entre eux, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de contact, qui n'ont pas de parents forcément qui ont des contacts, sont souvent, même lorsqu'ils sont diplômés, totalement perdus et démunis. Ouais. Est-ce que c'est pas ça la solution, de créer des passerelles entre le monde de l'entreprise et ces jeunes diplômés mais qui galèrent? Bien sûr, des passerelles et surtout des accélérateurs. Quand on commence à se dire comment on vient réduire cette inégalité à la racine, quand tu n'as pas de réseau, quand tu ne sais pas à qui envoyer ton CV, juste pour le faire challenger, pour avoir un conseil ou une recommandation, tu es bien seul. Et donc, il y a une sorte de coup de canif dans le pacte républicain. Moi, je crois au mérite, je crois au goût de l'effort, je crois au goût du travail. Et la promesse républicaine, c'est si tu bosses, si tu t'engages, alors l'escalier républicain, l'escalier social, il existe. Mais pour casser ces inégalités et donner du réseau à ceux qui n'en ont pas, aujourd'hui, on développe, parce que c'est la volonté du président de la République, et c'était avec Elisabeth Borne, à l'époque ministre du Travail, un jeune, un mentor. 100 000 jeunes, tutorés et mentorés. L'année prochaine, 200 000 jeunes. Et on est parti de 25 000. Pourquoi ? Parce que quand tu as le numéro de téléphone d'une personne qui prend du temps, le mentor, ça le transforme. Au sein de nos entreprises, on sait que c'est un booster de recrutement. Ça sert aux deux. Bien sûr, ça sert aux deux. Et un peu plus loin, c'est même aujourd'hui un élément d'attractivité dans le cadre des recrutements, puisque les jeunes ne veulent plus d'entreprises qui ne s'engagent pas socialement et environnementalement. Alors, on évoquait ces jeunes des quartiers, c'est un peu impropre, de villes et de zones rurales. Et puis aussi une partie de cette jeunesse, souvent diplômée, qui doucement mais sûrement est en train de tourner le dos à l'entreprise, qui dit aux entreprises, nous on n'a plus envie. On n'a plus envie de jouer votre contrat social, on a envie soit d'être indépendant, soit de vivre notre vie. Est-ce que vous ressentez ce phénomène, là pour le coup sociologique, mais qui impacte durement les entreprises? Il y a un grand moment que nous sommes en train de vivre qui questionne le travail, sa définition et Exactement. Valeurs. Mais je ne crois pas à la notion, en tout cas c'est ce qu'on entend beaucoup, de grande démission de la jeunesse. En réalité, je pense que nous sommes en train de vivre un moment de bascule qui est la grande négociation. Les jeunes, cette génération-là, c'est la génération du « et ». Ils veulent une meilleure rémunération, ils veulent plus de liberté, ils veulent du sens, ils veulent être fiers ils veulent un peu tout, de leur action. Mais en réalité, il y a deux choses. Soit l'entreprise se transforme, donc dans sa manière, non pas de manager et de recruter, parce que c'est facile de dire « je vais aller chercher des nouveaux », mais si tu ne sais pas garder ce que tu as déjà en place, bien sûr, alors c'est une sorte de... Tu sais, c'est comme quand tu jardines, eh bien, il y a un trou dans ton tuyau, il y a de la fuite d'eau,
tu peux en mettre à l'entrée, ça ne sert à rien. Ça sortira toujours par le trou. Mais quand même, ces jeunes, ils vont au-delà. Certains disent, mais nous, l'entreprise telle qu'elle est construite aujourd'hui, même si j'ai les compétences, j'y vais pas. Je crée ma boîte, j'invente, je pars même à l'étranger. Bien sûr. Ça, c'est un phénomène qui est difficile. C'est un phénomène qui est difficile, mais qui est challengeant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, si un jeune considère qu'il a de l'espace pour faire de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire transformer l'entreprise de l'intérieur, alors il vient. Si il voit que l'entreprise n'a pas finalement cette agilité, cette envie également de bouger, de se transformer, alors il n'y vient pas. Pourquoi ? Parce que les rapports de force sont en train de s'inverser. Oui. Les rapports de force, oui. c'est quoi ? Par la pénurie. Par la pénurie. Bien sûr. Et donc, grand moment de transformation de notre économie, mais aussi un moment de confiance. Moi, ce que je dis aux entreprises qui aujourd'hui, parce que j'en vois beaucoup, qui me disent on a du mal à recruter des jeunes, on a des métiers entiers qui sont magnifiques, je leur dis deux choses. Venez témoigner. Prenez des tuteurs, engagez vos salariés pour que ce soit tuteurs et mentors. Mais surtout, et allez à leur contact, ces jeunes. Allez à leur contact, présentez vos métiers, présentez vos engagements, mais aussi acceptez des profils atypiques, des parcours différents, des engagements. Ne regardez pas un CV au sens traditionnel du terme. Et d'ailleurs, j'en profite. Et à la rigueur, ne regardez même pas le CV. Mais demandez des CV citoyens. Ben oui. Regardez quelles sont les compétences, les soft skills de ces jeunes. Mais surtout. Parce que vous les croisez, ces jeunes, dans les quartiers, parce que vous êtes beaucoup sur le terrain, qui vous disent, moi, madame, je viens d'un quartier, je suis discriminée parce que d'abord, j'ai pas la bonne couleur de peau, parce que j'habite le bon nom, la mauvaise rue. Comment on fait là sur cette question-là ? Parce que c'est l'enjeu fondamental. Les talents de la diversité sont, me semble-t-il, pas suffisamment mis en valeur. Il y a une rupture d'égalité, ça c'est certain, on le voit, il y a des discriminations à l'accès au logement, à l'emploi. Mais bien sûr, on me le dit, on témoigne, et je vois ces jeunes qui sont en situation, pour le coup, au-delà de la galère, d'injustice. Parce que quand tu as fait tous les efforts nécessaires pour aller chercher ton diplôme, que tu as travaillé pendant tes études, que tes parents t'ont aidé, ils ont fait des sacrifices, c'est injuste. Et donc à ces jeunes, je dis, ne vous résignez jamais. Parce que, la discrimination est condamnée dans notre pays, ça c'est le premier point. C'est pas une manière de penser, c'est pas une pratique qu'on a le droit de tolérer, c'est condamné. Et on lutte contre cette discrimination avec ma collègue Isabelle Rome, qui continue bien sûr les travaux de ma collègue Elisabeth Moreno. Mais au-delà de ça, je leur dis, mais vous êtes des talents. Et ne laissez personne vous définir. Ça veut dire quoi ? Challenger, aller faire du tutorat-mentorat, accepter des coups de main, aller réveiller ce qu'il y a de plus entreprenant en vous, parce que c'est ce qui vous donnera la plus grande des libertés, celle de produire, de créer et de saisir votre destin. Le pire pour un jeune, c'est de dire j'ai tout fait, tout ce qu'on m'a dit de faire pour rentrer sur le marché du travail, et de me retrouver les ailes brisées, parce qu'on ne me fait pas confiance. Alors non, ce n'est pas le projet qui est le nôtre, et on luttera contre toutes ces discriminations, et on aura, sincèrement, une fermeté sans nom, parce que là, c'est trahir le... Sur ces questions de discrimination. Bien sûr, évidemment, quelle qu'elle soit. Discrimination raciale, à l'orientation sexuelle, discrimination, et j'en ai vu aussi, aux jeunes parents. Parce que quand tu es jeune, quand tu es une jeune fille, mais oui, et que la question qui est posée, c'est est-ce que tu as eu des enfants, est-ce que tu veux en avoir ? C'est discriminant et ce n'est pas légal. Et alors là, il y aura une fermeté sans nom. Un mot sur le service civique, on n'a plus vraiment très peu de temps, mais là, c'est un autre dispositif. Il en est où ? Il existe toujours ? Parce que c'est vrai que va venir se superposer ce fameux service national universel. Je crois qu'il y a 40 000 jeunes volontaires engagés, donc vous montez en puissance. Est-ce que le service civique, il existe toujours ? Parce que lui aussi, il avait subi quelques critiques. Il existe, et en fait, il a même vocation à se généraliser encore plus fortement, puisqu'il vient de se compléter. Le service national universel, c'est pour les un peu plus jeunes. Et il se prolonge ensuite par le service civique. C'est un parcours. D'accord. 15, 17, on fait un SNU, et ensuite, entre 16 et 25 ans, on peut faire un service civique ou, du coup, rejoindre une réserve. 2 engagements, un civil, un militaire, mais surtout un engagement, et c'est ce qui fait de notre pays une grande puissance. Merci Sarah El-Haïry, nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau. Vous êtes une fidèle de l'émission Smart Job. On est très heureux de vous accueillir et de vous entendre. Secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, je le dis, c'est une double tutelle et qui est intéressante, et auprès du ministre de l'Éducation nationale en charge de la jeunesse et du service national universel. On aura l'occasion d'en reparler de ce service national universel. C'était aussi l'occasion de faire de la pédagogie sur ce plateau. D'ailleurs, pour découvrir un seul site, snu.gouv.fr, c'est le site du service national universel pour tous ceux qui souhaitent voir le calendrier, mais aussi toutes les présentations plus en détail. Vous avez entre 15 et 17 ans et vous nous regardez, c'est possible, évidemment sur Internet, j'en suis sûr. Exactement. Ou si vous êtes parent, vous dites tiens, ce dispositif pourrait intéresser ma fille, puisque c'est une majorité de filles qui se sont inscrits, 55,9% dans ce SNU. Merci Sarah El-Haïry, c'est un vrai plaisir. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, justement, et on va parler d'un phénomène, le quiet quitting. Alors bon, ce sont évidemment un mot anglais, ce sont ces salariés mais qui ne veulent pas démissionner, mais qui font le strict minimum, et on en parle tout de suite avec notre invité.
Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On a beaucoup parlé de la grande démission. On parle aussi ici en France du quiet quitting et on en parle avec Drifa Choulet. Bonjour Drifa. Bonjour. Ravi de vous accueillir en cette émission de rentrée, parce qu'on peut considérer qu'on est toujours dans la rentrée. Fondatrice le premier jour, conseil en management et coaching. Vous avez choisi de vous atteler à ce sujet parce que ça sort de plus en plus dans les médias, on en parle. C'est quoi ce phénomène ? Ce phénomène est apparu au cœur de l'été, tout le monde profitait du soleil, à travers une vidéo TikTok, qui est d'un des réseaux les plus suivis par les jeunes, où un TikToker, comme on les appelle, a fait une vidéo qui est devenue virale, qui disait en substance « le travail n'est pas votre vie » et qui invite à dépasser cette culture du dépassement, qui est la norme du monde de l'entreprise et du travail aujourd'hui, pour simplement faire ce que l'on a à faire au boulot sans aller au-delà. Et c'est parti en fait comme une traînée de poudre, et c'est une vidéo qui est devenue virale et qui interroge évidemment. Pourquoi, selon vous, on en parle autant ? Parce que sur TikTok, il y a des milliers de vidéos. Celle-ci, elle émerge parce que quoi ? Elle répond à quelque chose, elle dit quelque chose, elle parle à ceux qui l'ont écoutée ? Oui, elle parle à ceux qui l'ont écoutée. Elle est un peu le symbole de ce ras-le-bol qu'exprime la génération Z, que la génération avant ou les générations d'avant n'ont pas finalement exprimé. Ça va de pair avec la grande démission, c'en est un autre versant, je dirais, celui du ras-le-bol d'une certaine culture de productivité. Moi, je l'appelais la petite démission. Moi, je l'appelle la démission mentale. Mentale, c'est ça. Tout à fait, à bas bruit. À bas bruit. À bas bruit, mais qui fait tout autant de ravages. Et j'aimerais le dire, Arnaud, autant évidemment pour les entreprises, ça peut sembler presque évident, mais pour les individus également. Je pense que c'est ça qui est intéressant à regarder dans ce phénomène, en fait. Il y a une forme de discours 68 arts, en tout cas dans la vidéo TikTok que j'ai vue, c'est que ça ressemble vraiment au discours « je ne veux pas ressembler à mon père qui prend le métro, qui va à l'usine ». C'est ce qu'on disait en 68. Puis il y a un autre volet intéressant, et cette fois-ci il est plus contemporain, c'est de profiter des opportunités. C'est de se dire, après tout, le marché est tellement ouvert que je vais pouvoir passer de branche en branche. Tout à fait. Et ce qui pose une question fondamentale, c'est l'engagement. Comment est-ce que cet élément immatériel mais si important de la culture d'entreprise se diffuse avec des personnes qui ne sont plus entre guillemets engagées. Je voudrais quand même vous donner une anecdote, Arnaud, je pense qui est assez parlante de ce rejet d'une certaine culture. Dans toutes les entreprises, on a des évaluations annuelles. Donc typiquement, un manager va parler à ses collaborateurs et évaluer leur travail par rapport aux objectifs. Il y a différentes gradations. On remplit des documents. On remplit des documents. Ouais. Est-ce que le travail de l'année a été en ligne avec les attentes, avec les objectifs, ou est-ce qu'on les a dépassés ? Et il est de bon ton dans la culture d'entreprise de les dépasser. Et de le faire chaque année, ça. Et de le faire chaque année. Et d'être à 300%. Et c'est ça que les jeunes et que cette vidéo rejette. Parce qu'en fait, ils ne veulent plus cette course à l'échalote permanente du toujours plus. Donc ça fait très écho aussi à un certain nombre de combats sur le climat, sur la frugalité. Ça renvoie à ça aussi. La sobriété, ça renvoie tout à fait à ça. C'est vraiment un trend ou un mouvement générationnel, comme vous le dites. Moi, ça me fait énormément penser à 68. Et à cette époque des années 70, ça invite, c'est une autre révolution industrielle. J'ai envie de dire, c'est la révolution du travail. Je ne sais pas, Arnaud, si vous la connaissez sûrement, cette nouvelle absolument merveilleuse d'Herman Melville, qui date de 1853 et qui s'appelle Bartleby le Scribe. Il y a cette fameuse phrase qui dit « I would prefer not to ». Je préfère ne pas. Bartleby le Scribe, c'est une nouvelle très mystérieuse d'une certaine manière. Ce clerc de notaire qui est embauché dans une étude et à qui son patron demande des choses, et Bartleby répond simplement avec beaucoup de douceur « Je préfère ne pas », quelle que soit la demande qui lui est faite. C'est une sorte de négation universelle, quoi. Une négation universelle. Ça ne se termine pas très bien pour Bartleby, je ne voudrais pas spoiler l'histoire. Ce à quoi ça me fait penser, c'est à des managers qui aujourd'hui me disent « Je suis confronté à des collaborateurs qui, dès que je demande quelque chose qui n'est pas dans leur fiche de poste, me disent non. » Dresse le mur. Dresse le mur. Quel équilibre réinventer entre, finalement, un travail pour lequel on est payé, mais un rejet très sain d'une culture qui a mené à de nombreux burn-out. De la performance. C'est ça, c'est le mot aussi qui est contesté. C'est le mot performance. Soit performant.
Et face à cela, quand même, je tiens à le dire, et c'est là où ce mouvement interroge quand même, c'est que on passe, bon an, mal an, un certain nombre d'heures au travail. Mais une grande partie de notre vie et de notre journée au travail. Absolument. Si on s'anesthésie, on sera les premiers à en souffrir. Il y a le burn-out, qui fait des ravages, qui est une véritable épidémie, mais il y a le bore-out aussi. Donc vous nous dites en double cliquet, c'est qu'à la fois c'est un antidote au burn-out. Absolument. On se dit après tout, comme ça je ne vais pas me mettre à faire une dépression, mais en même temps le versant négatif, c'est qu'on peut tomber dans le bore-out. C'est qu'on peut tomber dans le bore-out. L'ennui absolu, quoi. L'ennui absolu qui mène tout autant, et j'en ai vu les ravages, à des formes de dépression également. Je veux dire, cette recherche de sens, finalement un certain nombre de personnes, j'entends parfois dire oui, enfin le sens c'est une tarte à la crème. Pas du tout. Le sens que l'on trouve dans sa vie est un besoin fondamental. Juste avant de nous quitter, et vous n'avez pas la réponse et moi non plus, mais là on est sur un diagnostic qui est assez effrayant, intéressant sociologiquement, qui effraie les managers. On n'a pas trouvé la solution là. On l'a pas trouvé. Encore. Pas encore, mais je crois qu'elle est à aborder cette fois du côté micro, au niveau de chaque équipe, aller questionner ce qui fait vibrer les collaborateurs au travail, mais en dehors du travail. Et comment établir un lien entre les deux pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc on est à l'aube d'une nouvelle forme, nouveau rapport au travail de cette fameuse génération Z notamment. Complètement. Il faut réinventer cet espace travail, vie privée, vie perso. Absolument. Et vie pro. Il transforme le monde et je crois dans le bon sens. Le quiet quitting, on va en continuer à en reparler. On en fera d'ailleurs un débat de ce phénomène parce que les managers que vous rencontrez dans votre entreprise sont impactés par ce phénomène. Merci Dirifa Choulet, fondatrice de Le Premier Jour. Merci de nous avoir rendu visite. Et je vous dis à très bientôt parce que je sais qu'on va se revoir évidemment. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour l'intérêt que vous portez à l'émission. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Ulysse aujourd'hui à la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à Nicolas Juchat qui me parlait dans l'oreillette. Et puis merci à Carla qui accueille les invités. Voilà, j'ai fait le tour. Merci à tous. D'ici là, portez-vous bien. Je serai là demain, évidemment, pour un nouveau numéro de Smart Job. Bye bye.